On s'est retrouvé braqué pendant une dizaine de minutes avec quelqu'un qui tremblait, le doigt sur la queue de détente. Je me dis, le coup, il peut partir, donc là, je rigole pas du tout. Je suis aventurier, explorateur, ancien militaire. Je me suis retrouvé dans le nord du Kenya. Et avant de passer la frontière, je savais que j'allais arriver dans des régions assez dangereuses. En fait, le nord Kenya, le sud de l'Éthiopie, c'est des anciennes régions d'Al-Shabaab, un groupe terroriste. Donc je savais que moi, j'allais traverser cette frontière en solitaire. Et donc, je suis resté un peu sur mes gardes et j'ai décidé d'arrêter de dormir dehors juste pour traverser le sud de l'Éthiopie. La différence, elle est énorme entre le Kenya et l'Éthiopie déjà. Je me fais arrêter par plein de milices là-bas. Ils te fouillent, ils te vident tes affaires, ils sont très agressifs, ils sont tous avec leur kalachnikov à te braquer. Donc déjà, c'est un autre univers. On passe de l'Afrique paisible à l'Afrique un peu hostile. Je sais que dans cette région-là, il peut tout arriver. En parallèle, ce que je fais, c'est que je contacte l'ambassade qui me renvoie à Chachamene, donc un village encore au sud de l'Éthiopie. Il y a même un groupe qui a tenté de me kidnapper juste avant. J'ai réussi à me sortir en utilisant un peu la force, quoi. J'arrive à Chachamene, je suis accueilli par ces deux Français. Je décide de dormir là-bas une nuit. Le soir même, il y a leur fils, Michael, qui vient me voir et qui me dit Tiens Yann, il y a ton collègue qui vient de passer en vélo. Ça m'étonnerait, j'ai pas de collègue, je suis en solitaire. Il me dit si, il avait un vélo, il est blanc, alors là-bas forcément on peut le reconnaître, quoi. Hein. Je dis mais ah bon, mais c'est énorme ça, ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a quasiment personne qui emprunte cette route, donc je trouve ça quand même assez incroyable. Je décide de reprendre le vélo et de le rattraper. Donc je repars le lendemain matin, mais de bonne heure. Malheureusement, le soir arrive, il faut que je me trouve un autre lodge. Je décide d'accélérer le pas, la cadence, et tous les jours j'appuie fort, je dépasse mes bornes. Des fois je fais 80-100 km à la journée, et toujours rien. J'ai un peu décidé de lâcher l'affaire, je dis je le trouverai pas. Donc je décide d'appeler ce gars-là mon fantôme de la route, parce que aucune trace de lui à Adama. Il y a un autre mec qui me dit comme ça, hey, il y a ton collègue... Il y a ton collègue qui est devant. Je me dis, ah non, bah là, je vais réussir à le rattraper. Donc je trace, et toujours rien. J'arrive dans la ville d'Addis Ababa. On la surnomme la capitale de l'Afrique, c'est pas pour rien. C'est une énorme ville. Je regarde sur Google et je prends le lodge le moins cher. Et je vois un vélo tout démonté à l'entrée. Ça m'interpelle parce qu'il n'y a pas beaucoup de vélos, il n'y a pas de cyclistes. Hein. Un gars qui arrive derrière moi, un Marocain, il fait, hey my friend, how are you? Et il était trop content. Je lui dis, mais... T'es le fantôme, t'es mon fantôme de la route en fait. C'était victoire mais improbable parce que quand j'ai mis les pieds dans Addis Ababa, c'est comme si j'allais chercher une aiguille dans une botte de foin, c'était impossible de le trouver quoi. On sympathise bien et on fait une semaine à Addis Ababa. Lui il a son visa pour Djibouti et pour le Somaliland. Et moi j'ai mon visa pour Djibouti. Et je lui dis, tu sais ce qui nous attend? On a toute la région de l'Oromia, qu'on appelle ça, à traverser. Et on sait que la région Oromo elle est très très dangereuse. Je vous avoue que traverser la région tout seul, c'était pas forcément mon kiff. Donc on s'est dit on va le faire à deux. Donc nous voilà le binôme parti, mais à fond de balle sur la route, avec un sourire jusqu'aux oreilles. On retourne donc sur Adama, et là on s'enfonce vers l'est du pays. Je pense qu'ils voient rarement de touristes, encore moins en vélo quoi. Les gens nous mettent en garde, écoutez il y a des conflits là-bas, n'allez pas, ainsi de suite. Je lui dis écoute, il n'y a qu'une seule route. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Moi, c'est une expédition que je mène, j'ai pas le droit de squeezer un mètre, de le faire en bus ou en voiture. Donc dans tous les cas, je lui dis j'irai. Je vais juste faire très attention à comment je vais y aller, mais je vais y aller. C'est Cradi. Lui, il me dit non, mais moi je suis avec toi, on se fait un binôme de choc, on s'en fout, on y va. On commence à rouler, il y a plein de militaires partout, mais partout. Mais l'armée là-bas, c'est pas l'armée de chez nous. Ça donne pas du tout envie de côtoyer l'armée ni la police. D'ailleurs, on a que des histoires avec la police, comme quoi ils mettent les gens en tôle, ils en flinguent, ils en ont même flingué à l'ouest du pays. Le soir, au milieu de l'Éthiopie, dans un endroit où on n'a pas envie de s'arrêter, bon... Pourtant, on a poussé fort, mais là, ça suffisait pas. Alors, on se décide d'aller dans un petit village et on s'arrête à la première hutte et on demande si on peut dormir. Ils nous disent non. Et en fait, ils parlent ni anglais, ils parlent amharique, donc en Éthiopie. On descend plus dans le village, pareil, ils veulent pas de nous. Bon. Et puis, il y a un mec qui arrive, à ce moment-là, il descend de son camion et lui, il parle anglais. La chance. On lui explique en fait si on peut dormir là. Donc il explique aux villageois si on peut dormir là. Et là, ils sont refaits. Ils sont oui, vous pouvez dormir là. En fait, ils avaient rien compris. Et à 2h du matin, on entend des tirs de kalash, mais qui sont à 200 mètres d'ici, quoi. Mon pote sursaute. Il me fait Yann, je lui dis, mets tes chaussures, sors et tu me suis. Ok, on va à 15 mètres dans le noir, et je lui dis on s'assied et on attend. On a attendu 15 minutes et puis aucun tir supplémentaire, donc je lui dis écoute, c'est pas dangereux, c'est des échanges de tirs qu'il doit y avoir sur la route. Donc là on se rendort, 4h du matin, les chiens hurlent et en fait repoussent une attaque de hyènes dans le village. Là c'est une journée infernale, on rigole, on dit c'est pas possible, entre la kalachnikov, les hyènes, on dit mais heureusement qu'on est à deux là. On part le matin, faut pas faire une bourde, pas une merde, parce que là on a 100 bornes à faire pour vraiment traverser cette partie
hyper dangereux. Il nous disait, en fait, c'est des combats tribaux, c'est pas forcément officiel, mais les gens s'entretuent comme ça pour gagner du terrain. Et là, il part devant moi, il se retrouve à 100 mètres devant moi, et on a une énorme descente comme ça. Il passe sous un pont, et il y a une zone d'ombre sous le pont. Et je savais que le pont, ils allaient pas nous laisser passer. Il décide de foncer, et moi je le suis, mais à même pas 1 mètre. Il y avait une gendarme sur le pont, elle saute en travers de la route, elle me braque à la calache comme ça, mais donc moi je pile, et Secradi lui il part. Et je lui dis fonce, et puis il traverse le pont. Me voilà tout seul bloqué à l'entrée du pont, sauf que la fille elle a le doigt sur la queue de détente, elle stresse et elle me vise la tête. Donc là je vois qu'elle rigole pas et que, en fait là-bas ils prennent tous du gat. C'est une drogue et on voit ils ont les yeux injectés de sang, même les gendarmes. Je me dis le coup il peut partir, donc là je rigole pas du tout. Là je suis en stress, hein, je lève les mains, je bouge pas, et je lui dis ouais calme. Et elle se met à hurler, elle vise mon pote, elle vise moi, il traverse le pont et au bout de 5 minutes... il fait demi-tour et il me rejoint. On appelle le chef de la police qui nous dit non, vous irez pas à Djibouti, vous retournez à Addis Abeba. On dit bah non, on a notre visa, non, vous autorise pas à traverser le pont. Et là mon ami me dit viens, on quitte l'endroit, on fera un détour d'au pire 200 ou 300 bornes, c'est pas grave. Je dis non, l'itinéraire il est là pour moi, il est là, il est pas ailleurs. Donc j'appelle le consul, je me dis bah Yann, ça tourne bien parce que je suis avec la représentante américaine en face de moi, quel est le motif à invoquer? Et je lui dis bah t'as pas le droit de traverser en vélo. Il me dit non, ça c'est pas un motif. Il raccroche le téléphone, 5 minutes après, le téléphone de la gendarme sonne, 3 types en civil arrivent, ce sont des gendarmes, des officiers en civil, et ils parlent au téléphone, comme ça ils raccrochent, et ils m'ont laissé passer. Juste derrière, les complications continuent, et tous les jours, jusqu'à la fin, ça a été bagarre, plus d'une dizaine de bagarres par jour, des coups de machette, des coups de bâton, des coups de cailloux, je me suis recousu 2 fois. Le pont, c'est le moment le plus fort qu'on a vécu à deux, parce qu'en fait, on s'est retrouvé braqué pendant une dizaine de minutes avec quelqu'un qui tremblait, le doigt sur la queue de détente, et ça fait pas plaisir. Lui, clairement, il était pas du tout préparé à avoir une calache braquée sur sa tête. Bah, moi, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai juste pensé à un truc, je me suis dit, là, mourir bêtement sur un pont au milieu de nulle part, personne ne sera au courant. Là, ouais, ça... c'est la limite, quoi. Ça nous a soudés, mais d'une force où maintenant on sait qu'on s'appelle toute notre vie, on sera potes toute notre vie, quoi qu'il arrive. Alors, le meilleur souvenir que j'ai avec Secradi, bon, il est complètement fou. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est hyper peace and love. Moi, je suis un ancien militaire, donc j'ai quand même l'habitude de me défendre un peu. Il a traversé énormément de pays où la parole suffisait à se dégager d'une situation dangereuse. Ça m'était même pas arrivé depuis le début d'agresser quelqu'un, c'était pas possible, c'était impensable. En fait, là, on s'est tellement fait agresser tous les jours que moi, j'avais un bâton, un couteau dans ma poche, une bombe au poivre et une machette devant le vélo. La machette, elle me sert quand je suis dans le bush à pouvoir me tailler un buisson, pouvoir dormir. Parce que je dors dans le bush. Quand on se fait harceler, agresser tous les jours, on se prend des pavasses, si on s'en prend une, je pense qu'on reste sur le carreau, là c'est clair, ils nous jettent pas des graviers. Et donc des fois il se retrouve à 30 à nous balancer des cailloux, quoi. Et une fois il a même foncé vers un policier. Le policier il fait qu'est-ce qui se passe ici? Et il prend le policier comme ça, il fait ce qui se passe c'est qu'on en a marre, ils sont en train de tous nous jeter des cailloux. Le flic savait plus quoi faire, il était impuissant, tout le monde était caché dans les buissons, et ils attendaient que les flics partent pour nous rebalancer des cailloux. Mais calmez-vous, je suis policier, mais calmez-vous. Et moi je suis resté derrière, je voyais la scène, elle allait pas aller plus loin. La scène on voit bien, ça va pas déborder, quoi. Voilà. On peut traverser toute l'Afrique tout seul, mais il y a des endroits où être à deux c'est une force incroyable. Par exemple, le pont il nous a calmés. Juste après le pont, Secradi il me dit écoute, demain matin je prends un bus et je t'abandonne. Et je dis vas-y, au contraire, je dis vas-y, laisse-moi tout seul parce que j'ai pas envie qu'il t'arrive un pépin. Et moi c'est mon objectif de vie, c'est ça, donc c'est comme ça. Et en fait le lendemain, la nuit, il y a une tempête de fou et on s'entraide parce que la tempête, impossible de foutre la tente. Il avait une tente dans des buissons, mais c'était vraiment infernal cette tempête. Et le lendemain il me dit non mais ça va pas ou quoi, je vais pas t'abandonner, qu'il me dit. Et en fait il se sentait protégé par moi je me sentais protégé par lui, et du coup on a réussi à faire tous les deux un endroit où il m'a dit il l'aurait jamais fait tout seul. Le moment où on s'est séparés, ce n'est pas des adieux, oui, c'est pas sous le panneau, c'était juste à 1 km après le panneau. Et le panneau d'ailleurs, on n'y a même pas trop fait gaffe, c'est après en regardant la photo, je me dis c'est quand même incroyable quoi, ce panneau c'est comme si c'était symétrique quoi. À deux, finalement, on se crée une habitude plus sereine, et de se retrouver tout seul encore, voilà, on se retrouve dans le grand bain, on est reparti. Il a continué son périple sur 2-3 mois, jusqu'en Égypte, et puis il a arrêté après. Voilà. Il est rentré au Maroc. Depuis qu'on s'est séparés, on se donne des news tous les jours. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui voyageait uniquement en vélo. Moi, mon expédition, je voulais que ce soit un peu tous les vecteurs, et donc j'ai laissé mon vélo à Djibouti, et j'ai pris mon kayak, et ensuite j'ai fait une partie en kayak, une petite partie en voilier, pour traverser le Bab el-Mandab, et ensuite je suis arrivé en kayak, encore une fois, jusqu'en Arabie Saoudite, où là j'ai trouvé un dromadaire, qui est devenu mon meilleur ami, et du coup j'ai traversé tout le désert à pied avec lui. Moi malheureusement j'ai été blessé après le désert, donc là je suis temporairement en France le temps de me faire opérer des vertèbres, et ensuite je repars récupérer mon dromadaire.